Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour. On vous retrouve, bonjour. On partage, on partage, on partage. Je sais pas si j'ai pas vérifié qu'il y a des gens en ligne. On essaie de partager. Nous avons aussi constaté, comme la plupart des Camerounais sur la toile, l'assassinat brutal de Martinez Zogo, journaliste à la radio. Je sais même pas le nom de la radio. Désolé. Je sais pas. Je suis un peu perdu. On partage, on partage, on partage, on partage. Amplitude, merci, merci. Radio FM Amplitude. Merci, Kimano, Collins et Kimitano. Merci, merci du nom. Merci. On ne peut pas rester indifférent face à un tel assassinat. Humainement parlant, c'est violent, c'est choquant. Je tiens à vous dire que Martinez Zogo, nous ne pouvons pas rester silencieux parce que le cas de Martinez Zogo doit nous interpeller. Ce n'est pas la première, le Cameroun l'a connu. Les Ouazizi, les Jules Komkoum. On se rappelle aussi celui qui a été torturé en prison, qui a accusé Laurent Isso, Bibi Ngota. Ça a toujours été comme ça. Les journalistes très menacés. Mais pour le cas de Martinez Zogo, il faut rappeler que nous n'étions pas totalement, en tout cas moi à titre personnel, je n'étais pas totalement d'accord avec sa méthode de voix parce que le journalisme au Cameroun c'est quand même très difficile. C'est très difficile dans un contexte très dur, on peut comprendre. Et ceux qui essaient d'être objectifs et cohérents sont aussi très menacés, hein. Beaucoup, mais réussissent à tenir. Mais je n'étais pas souvent très d'accord avec l'individu parce que j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui travaillait pour un réseau fractionnel. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, hein, lorsqu'on fait la sociologie politique hein, du Cameroun là-bas, il ne faut jamais oublier que Paul Biya a érigé autour de lui des réseaux fractionnels. Et ces réseaux fractionnels sont en train de se battre. Il y a une véritable bataille pour la prise et contrôle du pouvoir au Cameroun. Et dans ce réseau fractionnel, ils ont décidé de broyer sur leur chemin tous ceux qui s'évêturont à leur menacer. Attendez, je bloque les marabouts là. Chez la population, le but des gens. Il faut bloquer ces marabouts. Voilà les chantiers sur lesquels Facebook doivent travailler. Mais tout pour eux, c'est venir combattre les activistes, nous restreindre nos parts. Au lieu de travailler, de mettre de logarithmes qui permettront de censurer ces marabouts, etc. Bon, en tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais lui, contrairement à d'autres, il a travaillé, c'est pas nouveau, il a travaillé pour des réseaux fractionnels, quand on le voit dans sa dénonciation, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes journaliste, c'est vrai, vous servez l'information au peuple, vous êtes là pour conscientiser, pour sensibiliser le peuple.
Mais nous, on l'a toujours dit, parce qu'il faut être cohérent. Moi, je l'ai toujours dit. Aussi vrai que je ne vais pas absoudre les collaborateurs de Paul Biya de leur responsabilité, de la situation catastrophique de notre pays. Mais le problème, c'est qu'il faut situer la première responsabilité. La première responsabilité, c'est Paul Biya. Mais malheureusement, Martinez Zogoté de ceux qui disaient que Paul Biya, eh bien, Paul Biya, c'est ceci et tout. Et vous avez les menaces qui... Malheureusement, c'est ça, quand vous décidez d'être un journaliste à gage, vous travaillez pour des réseaux fractionnels, la fin peut être là, le plus faible sera écrasé. Parce que les réseaux pour lesquels vous travaillez, eux, ils sont bien protégés, eux, ils savent la guerre qui est en face d'eux, chacun a les moyens et sa politique de pouvoir se protéger face à ça. Mais quand vous décidez d'être un élément, ayez toutes les garanties de sécurisation. Moi, c'est pour ça que j'ai refusé. Et je tiens à vous rappeler, moi, j'ai été souvent sollicité pour que je travaille pour des groupes, des réseaux fractionnels, dans le but de disqualifier les autres. Mais moi, je leur ai toujours dit, je ne vais pas insister, ce que je dis, c'est vrai, hein, mais j'ai toujours donné ma réponse qui était claire, que moi, je dénoncerai la gestion catastrophique de Paul Biya et tout ce qui se passe. Donc, que tu sois de tel bord, bien de tel bord, je n'ai pas à blanchir l'autre et à noircir un autre. Non. Tous, vous êtes responsables de cette situation et il faut être clair. Donc, pour tous ceux que nous soutiendrons, que moi j'ai toujours soutenu, c'est ceux que j'estime qui se sont détachés de ce système, qui poursuivent la même vision, la même idéologie et qui sont dans la même dénonciation des maux de notre société et qui sont conscients que le premier responsable s'appelle Paul Biya. Alors, on peut donc constater que Paul Biya ne sauve pas, Paul Biya ne protège pas, Paul Biya ne peut pas aider. Donc, ceux qui continuent à faire les louanges de Paul Biya, à l'adorer, à le salmodier, à le célébrer, vous voyez que lorsque les réseaux fractionnels décident de vous faire disparaître, Paul Biya ne pourra pas vous protéger. Même s'il a les moyens, il ne pourra rien faire. Et ça, on va le comprendre, le pourquoi. Et je tiens à vous rappeler que ça ne commence pas seulement aujourd'hui avec Martinez Zogo. Rappelez-vous d'Ateba Ene. Ateba Ene, et j'ai eu la chance et le privilège de l'avoir rencontré au moins 2 fois. Mais la deuxième fois, c'était l'occasion où je m'étais dit, il faut que je discute avec lui. Il était venu à Douala au Centre culturel français pour un exposé, parce qu'on avait des rendez-vous en semaine là-bas, le mercredi, où on faisait un débat politique, surtout sur la situation de notre pays. Et moi, à un moment, ça me dérangeait. J'écoutais Ateba Ene comme tout le monde, à l'écran, à la télé, partout. J'appréciais vraiment ses sorties. Très intelligent ce monsieur, le feu Charles Ateba Ene. Mais à un moment, moi, j'avais un problème. Parce que Ateba Ene, quel était son déploiement et sa rhétorique? C'était de dire que, en fait, la situation que vivent les Camerounais et le Cameroun n'est que la résultante des collaborateurs incompétents de Paul Biya. Et tout le temps, dans toutes ses sorties, il est fustigé. Après, je dis, mais... Après sa conversation, et ce jour, il avait fait un déroulé sur la situation du Cameroun, où il a encore exposé une fois de plus la responsabilité des collaborateurs de Paul Biya pour que nous soyons dans cette situation. Il l'a dénoncé très fort. Et vous avez vu les écrits qu'il a fait, les livres et tout, où il a expliqué comment les élites politiques de notre pays, dans quoi est-ce qu'ils sont impliqués, quelles sont les manœuvres qu'ils utilisent pour le pouvoir, pour l'argent et pour se maintenir. Et ça, c'est bien. Il le fait très bien avec une démarche scientifique. Mais dans la finalité, il ne cessait d'angéliser Paul Biya. Une façon de préparer l'opinion publique à l'acceptation de Paul Biya étant un dieu, un ange, un don pour le peuple camerounais, qu'en réalité, c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui aime les Camerounais, mais le seul problème avec Paul Biya, c'est son entourage. Mais ce jour, j'ai eu le courage, j'étais tellement choqué, parce que c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, que j'écoutais, mais j'étais tellement choqué parce que j'ai vite compris que j'assistais à une manipulation bien organisée. Une manipulation
de ceux qui se disent être des chantres de la justice, d'état de droit, de la morale, de la probité. Mais face à des analyses où il faut, de manière objective, situer les responsabilités, on évite systématiquement le premier responsable qui est Paul Biya. Même pas seulement l'esquiver, parce que par sagesse même si tu me dis, bon, oui, c'est Paul Biya, je ne peux pas l'attaquer parce que c'est Paul Biya le président de la République, je comprendrai. J'accepterai. Et je vais le ranger sur le cadre de la sagesse. Que oui, ben, là au moins s'il est sage, parce qu'il sait les pouvoirs de ses limites, il sait que s'il attaque Paul Biya, il aura des foudres ou bien il sera entré. Mais plus grave, c'est que il ne soutient pas la responsabilité du président de la République, Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'il faisait de plus grave? C'est de faire passer Paul Biya comme étant le Dieu, le maître, l'ange auprès de ses compatriotes. Que c'est une chance d'avoir Paul Biya. Et là, j'ai dit non. Nous sommes dans une manipulation. Et ce jour, lorsqu'il a fini, moi, je suis allé dans les vestiaires le rejoindre. Je lui ai dit, grand frère, franchement, je te respecte beaucoup. Je vais bien écouter, mais je suis perturbé. Après t'avoir entendu. Ok, tu as dit ceci, c'est eux qui sont... Après, je lui pose la question, mais qui les nomme? Il me dit, c'est bien évidemment Paul Biya. Et je lui dis, grand frère, mais tu sais comment le leadership fonctionne? Il me dit, oui. Paul Biya n'est pas seulement un leader qui a appelé à nommer ou bien à signer des décrets. Mais le leadership aussi, un manager, c'est celui qui a la pleine capacité de l'information. Et quand je parle de la pleine capacité de l'information ici, c'est quelqu'un, lorsqu'il décide de vous nommer, ou bien de vous déléguer une partie de son pouvoir, c'est pas de l'abandon. Donc, le manager, lorsqu'il a la pleine capacité de l'information, il doit évaluer, il doit contrôler et il doit sanctionner. Donc, c'est celui-là qui a la pleine capacité de l'information, d'organisation, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Quand un leader vous délègue le pouvoir, parce que la délégation ici n'est pas synonyme d'abandon, parce qu'on l'a vu avec Paul Biya. Quand Paul Biya nomme un ministre, il abandonne. Il est même rare. D'ailleurs, il ne fait même pas les conseils de ministres. C'est rare, c'est le substitut de Dieu. Mais quand vous déléguez quelqu'un, vous missionnez quelqu'un, il faut avoir des soupapes de contrôle, d'évaluation et de sanction. S'il a failli à sa mission, il doit être puni. C'est ça le leader. Et ce n'est pas méchant. Ce sont les principes de gestion. Quand on est gestionnaire, si on n'applique pas ces principes, alors nous vivrons dans un Capharnaüm. C'est ça la discipline qui règne dans une société, dans une structure. Donc si vous n'utilisez pas ces éléments, vous n'atteindrez jamais vos objectifs de prospérité. Je lui dis, grand frère, je suis désolé. Je ne veux pas absoudre de responsabilité les collaborateurs de Paul Biya. Mais si un premier responsable de ce désordre, il s'appelle Paul Biya, pourquoi tu ne le nommes pas? Pourquoi tu ne le cites pas, grand? Parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui n'a pas peur, qui dit des choses, qui attaque des bras forts, des élites politiques. Et qui se sont fossilisés dans des ministères, dans des sociétés, avec la complicité de Paul Biya, qui sont puissants. Le grand frère Teba Eneba, petit frère, il rit.
Il dit non, un jour tu comprendras qui est Paul Biya. J'ai compris qu'il t'a embarrassé. Qu'il venait de comprendre que j'ai exprimé de manière claire. Il chantait pour Paul Biya, matin, midi, soir. Ateba Yene. Le jour où Ateba Yene décède, nous assistons, à l'époque, Paul Biya était à Boya pour le cinquantenaire. On souffle à l'oreille qui vient de tomber. Comme à l'époque de Irène, quand Paul Biya était à Dakar. Il attendait, il regardait l'heure. Si le coup devait se faire. Dès qu'on vient l'annoncer à l'oreille, elle est décédée. Il se lève. Mais père, en venant ici dans cette conférence, j'ai laissé ma femme très malade. Tu laisses ta moitié très malade, sachant qu'elle va mourir. Tu viens faire quoi à cette conférence? Moi, ma moitié est malade, je ne bouge pas. Je l'aide à surmonter l'épreuve. Je l'assiste. Vous avez compris le banditisme? On l'a soufflé. Il est mort, le grand chantre de Paul Biya. Donc Paul Biya ne protège pas. Paul Biya n'aide personne. Donc quand je vois des gens s'émousser, défendre, voilà la finalité. Et pourquoi Paul Biya ne peut pas te protéger? Et pourquoi Paul Biya ne peut pas te défendre? Parce que les mêmes gars que Ateba Yene dénonçait à l'époque, c'est les mêmes gars qui ont dit à Paul Biya qui devient un problème pour nous. J'espère que Mesanga Nyamdi, le grand frère, mon ami, parce que d'autres disent que je suis ami avec toi parce qu'il a vendu le combat. Moi, je veux bien qu'on me dise en quoi j'ai vendu le combat. Comment? Je ne peux pas te régner. Tu es mon cops. Mais j'espère que tu as les oreilles. Et je l'ai toujours dit. Prie Dieu que dans ton combat là, que tu sors vivant. Parce que c'est les choses, c'est ce que Mesanga faisait. Ateba Yene faisait. Martinez Zogo, qu'on vient d'assassiner, c'est la même chose. Donc pour Ateba, ce dont Ateba Yene dénonçait, c'est ceux qui participent à la politique de pérennisation du régime de Paul Biya. C'est-à-dire, c'est des gens qui participent à maintenir Paul Biya au pouvoir. Tu entends ça? Il attaquait tel. Il a donné un tel. Oh, ces gens, Paul Biya connaît. Et je vous l'ai toujours dit. Bien ne non pas quelqu'un qui ne maîtrise pas. Tout se contrôle. C'est des gens qui défendent Paul Biya, qui sont prêts à mourir pour lui, pour qu'il reste au pouvoir, se fossilise. Donc quand tu les attaques, tu es en train de fragiliser les branches dont Paul Biya s'accroche pour tenir. Et ce sont des réseaux fractionnels. Ils sont divers. Il y a plusieurs réseaux. Ils ne sont pas obligés de s'entendre. Mais ces branches sont greffées à l'arbre. C'est eux qui nourrissent le tronc. C'est eux qui donnent la force au tronc. Donc si tu fragilises davantage les branches, tu seras en train de mettre en difficulté le tronc. À un moment, les branches seront obligées de te dire, tu nous déranges. On va te liquider. Et Paul Biya, le maître et le docteur du post-pilatisme, même si t'aimes, même si t'apprécies, même si tu chantes ses louanges matin, midi, soir, pour la loyauté envers ses branches, il sera obligé de te laisser. Parce que tu es un. Tu es seul. Un, c'est une multitude. C'est pour ça que
les réseaux fractionnels. Et il y a plusieurs réseaux fractionnels autour de Paul Biya. Et tous dans leur conception, nous allons aider le chef de l'État, même avec son âge, à se maintenir. Mais après lui, parce que nous connaissons comment le mécanisme de dévolution de pouvoir se passe, nous aussi on prépare notre réseau fractionnel à prendre la réalité du pouvoir. Donc, tu as joué pour un camp. Voyant que le camp avait plus de puissance. Or, notre camp est en train d'être fragilisé. On a fragilisé. Tu dis que c'est quelqu'un, tu ne connais pas. Le type que on a coupé les têtes de bœufs dans son village là. On l'a fragilisé. Même s'il te protégeait, aujourd'hui on l'a fragilisé. L'autre réseau fractionnel, ils ont pris le dessus. Tu vas dire, mais comment ça? Quel réseau fractionnel? Comment ça? Tu vois qu'est-ce qu'il veut? Oui. Il y a des réseaux fractionnels autour de Paul Biya. Et Martinez Zogo appartenait au réseau fractionnel de Gongo. Tu vas dire, mais comment ça? Écoute donc. Écoute donc une vidéo qui te renseigne. Et les criminologues, si on avait des véritables criminologues dans ce pays, on doit déjà. Quand vous êtes menacé d'assassinat, vous allez dans un commissariat. On vous donne un enquêteur. La plupart, c'est des criminologues. Des gens qui s'y connaissent dans ces questions. Les premières questions qu'ils vous posent, vous avez des problèmes avec qui? Si on vient dans une maison qui a eu meurtre, le responsable de la maison est mort et sa femme est là. Quand les enquêteurs viennent, les criminologues, pour l'ouverture de l'enquête, ceux qui connaissent, les experts, moi je ne suis pas un expert. Je dis seulement ce qu'on a toujours vu. Les premières questions, on débat, madame, quels sont les ennemis de votre mari? Les gens avec qui votre mari avait des... On liste. Même s'il y a des innocents, parmi, on liste d'abord. C'est les pistes qui vont aider pour les enquêtes. Donc quand je dis que Martinez, peut-être dans son combat, il était sincère. Peut-être en tant que journaliste, il dénonçait. Mais il fallait mesurer. En même temps, ça ne justifie pas l'assassinat et le meurtre envers ce journaliste. Mais je suis obligé de passer par ce procédé avant de dire. Parce que ce que je dis, je ne suis pas en train de justifier l'assassinat. Mais avant de donner toute interprétation ou bien toute lecture à cette situation, il faut aussi analyser le comportement de ceux qui se disent travailler pour l'émergence d'un état de droit. C'est important. Sinon, nous allons biaiser notre analyse. C'est très important. J'aimerais mourir, même dans ce combat, comme assassin. Mais je n'aimerais pas être assassiné par des réseaux fractionnels qui militent parce qu'ils estiment
que je fais ombrage à leur projet et que notre réseau... Non. Je préfère qu'on m'élimine parce que j'ai combattu tous ces réseaux. Écoute, c'est pas aussi tout le monde qu'on élimine. Nous les Tchumbu là, Tchumbu, tu sais ce que ça veut dire? Dans mon dialecte, tu sais ce que ça veut dire? Moi, je sors des hautes montagnes de l'Ouest. Un enfant quand même dans l'église. Les pasteurs ont dit que Dieu va te maudire. Il y a des mouf. Il ne me maudit pas. Il ne me maudit pas. Et s'il y a quelqu'un qui doit maudire, c'est toi, mouf. Ah! Tu me dis ça. Tu vas mourir. La voiture va t'écraser. Quelle voiture, mouf? Tu as ça. C'est pas qu'on est trop sûr de nous. Mais est-ce que la chance que nous avons, c'est ce que nous restons sous l'enseignement, hein, et sous le contrôle de la providence. Et la providence nous dit ceci. Si tu veux que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi, te protège, rassure-toi de marcher dans la justice, dans la sagesse. Donc, il faut faire les directs ici, non? Après, tu vois, je dis non, ici, là, je ne dis pas. D'autres disent, tu aimes ça, tu n'aimes pas dire, tu aimes, tu dis, je vais dire après. Ah, c'est la sagesse. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est la sagesse. Et c'est les saintes écritures qui l'ont dit. Tu attends, non? Nous, on aime quand même la moralité de la Bible. On ne jette pas tout. On aime la moralité de la Bible. On ne jette pas tout. Nous, on a, actuellement là, on a des dossiers, des secrets que nous connaissons. Je ne fais pas pour bluffer. Il y a un bon dossier là, un bon dossier que je connais actuellement pour le cas du Cameroun. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce que je sais que si je déclenche ça, ça risque d'avoir des conséquences graves. Et la sagesse doit me dire, oui, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. En quoi c'est utile pour toi de parler de ça maintenant? C'est un dossier grave, donc je me tais. Je dis que je ne parle pas. Je ne parle pas. Et tu as vu, nous on ne fait pas beaucoup de fixations, pas qu'on a peur. Tu es des individus. Tu dis comment ça? Voilà une des dernières vidéos de Martinez Zogo. Quand il sort. Écoute ça. Donc tu vas entendre que ce sont les réseaux fractionnés qui sont en train de se déployer. Les réseaux fractionnés qui se déploient. Parce qu'il fait ombrage à d'autres réseaux. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. Attendez. Linga. Attendez. Les personnalités suivantes. C'est important. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends,
il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oui, d'accord. Je suis contre, C'est une erreur d'association, sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amour-Bilinga, sauf erreur, hein, je crois que vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amour-Bilinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amour-Bilinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servent de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, écoutez bien, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'il veut, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amour-Bilinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui était un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amour-Bilinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis, pour moi, Amour-Bilinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Vous ne le faites pas pour devenir milliardaire, vous aussi? Je n'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qu'il distribue comme ça à la volée, distributeur automatique des billets de banque. Attention, hein. Vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias. On en parle un peu partout dans les salons feutrés. Cette affaire des retroussement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui, dont son entreprise fait l'objet. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien... Avec des caméras dissimulées, ça et là. Vous connaissez bien... Ils les ont filmés en train de prendre des backchiches, des rétrocommissions. Vous connaissez bien M. Jean-Pierre Amour-Bilinga. S'il avait ses preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage, entre dire, tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même cet acharnement sur cet homme qui, vous savez que, est-ce que vous savez qui donne des emplois aux jeunes Camerounais? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou vous ne pouvez même pas le faire puisque de les défendre, mais... Moi, je les avocats d'Amour-Bilinga sur le plan médiatique, oui. Il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect.
C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amourou Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve. Opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple, où il a une... Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions, des milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts, il le payera. Mais Sanga Yamdine, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, mais Sanga Yamdine, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un que nous aimons tous. C'est bien qu'il ait compris qu'il faille sortir les Camerounais de l'ignorance, de la désinformation, en les informant naturellement. C'est bien qu'il le fasse, mais je voudrais qu'ils comprennent que l'acharnement contre lui, tel que c'est parti là, s'il n'a pas le soutien, un tant soit peu, du président de la République, il sera broyé. Vous avez dit qu'il sera broyé? Il sera broyé. Broyé, c'est-à-dire renvoyé à Garoua, il sera paralysé sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur l'administratif. Donc on va essayer de le paralyser à ce niveau. On va essayer même... Vous avez ces confidences, ces informations? Oh oui, je pense que je suis mieux placé pour vous dire une certaine vérité. Et ça, je vous le dis brutalement. Mais Sanga Yamdine a dit être en danger. Alors il est vraiment en danger, vous dites? Mais bien sûr, à partir du moment où on n'a pas tenu compte de son handicap visuel, on l'a envoyé très loin de là. En principe, où il devait être au moins pour qu'il suive son traitement tranquillement. On l'a envoyé très loin de sa base. Maintenant, il est pourchassé par les caciques du RDPC. On va prendre une autre question. Les lanceurs d'alerte et journalistes combattent les collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi et qu'en pensez-vous? C'est Ondoa Richard de Yaoundé qui nous envoie cette question. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il faut bien m'écouter à ce niveau. Les collaborateurs du chef de l'État parfois sont combattus à tort. Peut-être parce qu'ils sont très distants, ils sont loin de l'essentiel du peuple. Peut-être parce qu'ils ne sont pas accessibles pour certains naturels. Peut-être aussi parce que c'est des gens réservés. Vous comprenez? Oui. Mais je dis c'est à tort qu'on s'attaque à certains. Je vous prends le cas de M. Simon-Pierre Bekele, qui est le chef du protocole d'État, c'est ça? Tout à fait. C'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un qui n'est pas matérialiste. C'est quelqu'un qui n'a pas un goût poussé vers l'argent. C'est l'une de ses dernières vidéos avant son assassinat. Et dans cette vidéo, vous voyez qu'il... Ah non, il demande même à M. Sanga Yamdi de... Le monde est quand même bizarre, hein, de se protéger et tout ça. Mais Sanga Yamdi est encore vivant. C'est lui qui est passé, malheureusement. Et il disait qu'il était très haut placé, il a beaucoup d'informations. Mais malheureusement, vous voyez la finalité. Ici, on a listé les noms. C'est un intervenant, dans cette vidéo, un intervenant qui lui demande, Monsieur Martinez Zogo, pourquoi vous vous acharnez sur Ayolo, sur Misanga, sur Amourou Belinga et tout ça? Les trois autres noms, Martinez Zogo, il n'a pas été dur. Franchement, pas du tout. Tout au contraire, il donnait même des conseils pour d'autres noms. Il n'avait vraiment pas de problème. Motazé, il trouve qu'il n'a pas de problème. Ayolo non plus. Misanga non plus. Mais le nom de Belinga Amougou, il a passé près de 4 minutes à faire une présentation générale de l'homme, de l'individu. Il a fait
fait une anthologie sur la personne de Belinga Amougou. Donc, il dénonce le comportement de Belinga Amougou et il présente Belinga Amougou comme étant quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup de faveurs, de beaucoup de complicité pour s'enrichir et que la richesse de Belinga Amougou n'est pas prohibée. Donc, non seulement dans cette vidéo, donc si on a des criminologues, vraiment, je pense que dans la liste, et d'ailleurs sur la toile, vous avez vu que le nom de Belinga ne fait que circuler un peu partout. Un peu partout, ça circule. Parce que pour lui, Belinga Amougou est un problème dans notre société. On l'a démontré plusieurs fois. Hein. Moi, je ne vais pas entrer sur son cas. On sait ce qu'il fait déjà avec sa télé, Belinga Amougou. On sait que sa télé est le réceptacle d'amplification de la haine tribale. On le sait. C'est pour ça qu'objectivement, les Camerounais vraiment équilibrés, vraiment sérieux, honnêtes, tu peux aller t'asseoir dans une télé. Après, ils ont voulu faire croire qu'ils vont changer un peu de trucs, etc. Mais on sait très bien. Et lui, il le fait parce qu'il est au service. Il est au service d'un réseau fractionnel qui estime qu'ils doivent prendre le pouvoir après Paul Biya. Donc, ce que Martinez Zogo était en train de dire à l'imaginaire populaire, méfiez-vous de Belinga. Et ça, ceux qui connaissent Belinga Amougou, c'est un monsieur qui ne supporte pas des voix dissonantes en son encontre. Tout ce qu'il aime et tout ce qu'il va accepter et qu'il paye même, qu'il récompense, c'est lorsque vous le célébrez, vous le salmodiez, vous faites le guillotisme à son endroit. Alors là, il vous ouvre son trophée, son coffre-fort. Mais quelle laideur, quelle stupidité, quelle ignominie, quelle honte d'assassiner un individu parce qu'il dénonce notre société. Ce qui aurait été plus élégant, c'est d'intenter une plainte. Et c'est vous qui avez la justice. Collez une plainte à Zogo. Mais lorsqu'on arrive à assassiner un individu, c'est qu'il en sait trop. Et qu'il est une menace. Quand on décide, parce qu'il y a des moyens, quand on veut réduire quelqu'un au silence, son élimination n'est pas l'ultime recours. Si on estime qu'il était menace. Il y a des moyens de l'embrigader. Il y a des moyens de contrôler sa parole et ses dires. On pourrait lui coller une plainte. On pouvait l'embarrasser. Mais ils savent que même avec la plainte, Martinez Zogo, tel qu'il est déterminé, il allait continuer de dénoncer, il n'allait pas lâcher parce qu'il y a des gars téméraires ici, Léon, courageux qui ne lâchent pas. Mais quand on l'élimine, parce que ce qu'il faut dire, hein, ces criminels, la plupart ceux qui organisent l'élimination des individus sont des lâches, sont des faibles. Quand vous voyez des gens utiliser de tels moyens, de telles méthodes,
Ce sont des faibles, des lâches. C'est des gens qui ont tout à cacher. C'est que Martinez Zogo meurt parce qu'il en sait trop. Et Martinez Zogo a des éléments qui mettraient en difficulté le réseau fractionnel de Belinga Amougou. Et je suis convaincu que dans ce plan sordide, machiavélique, il n'est pas le seul commanditaire, il y a des implications politiques derrière. Amougou n'a pas organisé. Parce que c'est son nom qui saute et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce type est impliqué partout. La mort de Jeune Fombor, le petit qui est mort là, à Yaoundé, qu'on avait assassiné là, vous savez que le nom de ce même Belinga Amougou a circulé dans des mauvais coups. Ce monsieur a un comportement de brigand. On connaît. C'est vous qui parlez. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas écouter notre discours. Parce que la conception de la politique, la conception d'une société dirigée par les valeurs démocratiques, ils n'ont pas cette conception. La politique pour eux, c'est la mafia. Ce n'est pas la même conception qu'on a dans d'autres pays démocratiquement avancés. La conception de la politique, c'est du gantérisme, de la mafia. C'est pour ça qu'ils ont des comportements de voyous, de gangsters. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, on utilise des manœuvres et des techniques d'élimination. On vous disqualifie de la surface de la terre. Parce que vous connaissez trop. Parce que vous parlez trop. Et s'il est avéré que ce monsieur est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, il n'est pas le seul commanditaire. Ça veut dire qu'il y a des complicités. Pourquoi? On ne peut pas arrêter un individu. D'autres disent qu'on l'a arrêté devant une gendarmerie, qu'on l'a enlevé la nuit, d'autres racontent. On ne peut pas enlever, parce que Yaoundé, depuis que Paul Biya a la menace de Maurice Kamto, il a décidé de mettre les caméras partout, dans les grandes villes. Parce qu'il a peur d'un soulèvement populaire de manière spontanée. Donc, il doit contrôler les mouvements. Donc, même une organisation embryonnaire d'un mouvement, Paul Biya doit contrôler. Donc, ils n'ont pas mis les caméras là-bas pour contrôler, pour la sécurité des Camerounais. Non. Les caméras qu'on retrouve dans des grandes villes là, à Yaoundé, à Douala, ce sont des caméras qui ont été installées pour empêcher tout soulèvement, pour demander le départ de Paul Biya. Ces caméras-là ne sont pas là pour les bandits. N'oubliez pas, moi je sais en quittant du Cameroun, je sais qu'il y avait déjà des caméras à Dalip. Mais Dalip, ceux qui connaissent, c'est un laboratoire du grand banditisme. On n'a jamais inquiété et des drogués. Oh, il y a des caméras là-bas. On sait que tous les coins d'une Djambo, et nous-mêmes on a marché ici dehors. Hein. Nous on suivait même le Djambo à Dalip là-bas. Il y a un coin, je ne donne pas. Oh, Tumbo. On a tout fait. On a tout vu. Je ne sais pas si le terre là existe encore. Ceux qui ont joué le Djambo connaissent. Tu entends ça? À Dalib là. Et les meilleurs Djamboteurs. En tout cas, n'attaque pas mes cops. Tu as vu que tu sais ça comment? Tu me connais, tu marches avec moi. Mais, ces bandits ne sont pas organisés, ne sont pas arrêtés. Et n'oubliez pas qu'à côté d'Alib, il y a tout un grand centre commercial dans toutes ces rues-là. Donc c'est le foyer des bandits.
Oh, il y a des caméras installées. On n'a jamais inquiété. Et vous avez vu l'affaire des microbes là? Si on vient anticiper sur l'affaire des microbes, qu'on a vu là, les bandits qui sont enlevés pour se venger de l'assassinat d'un des responsables du gang, c'est que les caméras là devaient aider. Donc les caméras qui sont là n'ont pas pour objectif de protéger les Camerounais. Ils sont là pour le contrôle de tout soulèvement. Si Nincho décide qu'on se lève à Douala, la police sera là directement. Pourquoi? Parce qu'il y a les caméras. Donc, comment peut nous expliquer dans un pays, pardon, oh ma bouche, dans une ville comme Yaoundé, remplie de caméras, que ce gars est porté disparu depuis quelques jours. Et c'est aujourd'hui qu'on nous présente le corps en putréfaction, dont le gars a été tué le même jour où il a été arrêté, on l'a liquidé. C'est hier qu'on découvre le corps. Je ne peux pas vous montrer ces images. Humainement, vous ne pouvez pas tenir. C'est choquant. On l'a tabassé. On l'a humilié. On l'a jeté. On a retrouvé son corps en état de décomposition avancée. La putréfaction. Vous aviez vu ça? Martinez Zogo n'est plus de ce monde. Donc on ne peut pas nous dire que ça n'a pas bénéficié. Et c'est des spécialistes. Je suis convaincu que c'est des spécialistes qui l'ont fait. C'est des spécialistes. Mais vous allez voir, ça va être dans quelques jours, dossier classé. Dans quelques jours, on va oublier. Voilà donc notre pays. Et ça, ce n'est que le commencement. C'est pour ça que pour ceux qui se battent pour un état de droit, pour la justice sociale de ce pays, on ne peut pas rester indifférent. Même si idéologiquement, j'avais une fissure avec Martinez Zogo. Parce que vous avez vu dans sa sortie, Martinez ne remettait pas en question le management de Paul Biya. Il s'attaquait beaucoup plus aux collaborateurs. Et ça, on sait comment ça se passe. C'est du journalisme à gage. On te donne l'argent, noircis l'autre. Parce que tous d'abord sont noirs. Mais noircis davantage l'autre. Et nous autres, remets-nous en lumière. Et ce genre de manœuvre, ça ne paye pas. Ça ne donne pas. Ça n'avance pas. Parce que vous dégagez la sincérité de votre... Moi ici, là, je vous l'ai dit tantôt. Quelqu'un voulait me mettre dans ce genre de réseau. Comme nous on parle là. On voulait que je me range du camp de Gongo. Ça aussi, il se connaît. Donc, je devais bien parler de Gongo dans mon discours. Même quand je sors là, je dis donc c'est le meilleur collaborateur. On sait comment on peut manipuler, hein? On sait. Mais je lui ai dit, écoute, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu en politique parce que je veux me faire une santé financière. Tu ne me connais pas. Parce que si moi, j'étais un aventurier ou bien un arriviste, j'aurais fait comme tout le reste. C'est que je ne serais même pas ici. Parce que ce que tu ne sais pas, moi étant au pays, on m'a dit, tu me calmes toi, on te met là, Sonara, un haut responsable à la sécurité nationale du pays. J'ai seulement fait comme ça. Dis donc, je ne suis pas venu pour ça grand. Je connais retrousser mes manches. Je vends mon eau glacée au marché. Eau glacée, et j'ai mes tchang-tchang. Et ça, je remercie mes parents, ma mère, qui nous a inculqué ces valeurs. Parce que c'était une femme qui se battait beaucoup. Moi, ma mère, je l'aime beaucoup. Parce que c'est une femme. Elle n'était pas le genre de femme assise confortablement dans son salon, attendre que son mari lui donne.
Même quand son mari l'interdisait, lui disait, tu es Madame Tchumbu. Elle disait ça dans son cœur, ouf, je mange ça. Ma mère faisait ses petits business. Elle a su s'imposer. Ma mère n'a jamais supplié. Fait des couverts de... Je n'ai pas connu ma mère comme ça. La mendicité, elle ne connaît pas. Et c'est les valeurs qu'elle nous a inculpées. Et nous, après le décès de notre papa, on a commencé à se prendre en charge. Parce que l'équilibre était brisé, était fragilisé. Donc cette valeur m'a emmené en politique. Parce que beaucoup se font la santé. Hein. Hey, beaucoup. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a beaucoup qui trouvent leur avantage, même dans le combat que nous menons dans la diaspora. Il y a beaucoup qui trouvent leur business. On sait ça. Mais moi, je ne suis pas là. Je ne mets pas je ne mets pas le sable dans le business de... Je dis seulement, tant pis pour les Mboutourou. C'est tout. Et beaucoup ont fait leur santé financière en utilisant la frustration du peuple camerounais. Comment j'ai dit jamais? Ce n'est pas ma logique. Si vous voulez me satisfaire, encadrez la jeunesse camerounaise qui a beaucoup de potentiel. Donnez-nous les moyens. Lorsqu'on mérite, lorsqu'on a un talent ou une expertise, qu'on est sûr d'être recruté et servir la nation. Voilà mon combat. Parce que s'il faille que je satisfais ma personne, c'est bien beau. Mais autour de moi, cet océan de misère, comment je ferai? Comment je vais me protéger face à cet océan de misère? Je ne peux pas être le seul boss, riche, président dans un océan de misère. Je me mets en situation d'insécurité. Et ça, je ne vais pas vivre ça. Je vais être le Tchumbu, aussi vrai, qui est capable de s'asseoir avec des very important personalities, mais je vais être ce Tchumbu qui a une assise au sein du peuple de base, parce que c'est là-bas où je structure ma réflexion politique. Donc je vais être dans un milieu où tous nous avons l'égalité de chance. Si ton père était cultivateur, commerçant, n'importe quoi, la société ne te disqualifie pas. Tu peux aussi être intéressant si tu as de l'expertise, si tu as acquis de la connaissance. Tu peux être un directeur, un ministre. Tu peux être un industriel, un entrepreneur. Tu n'as pas besoin de passer par des comportements inhumains et dégradants. Dégradants, pardon. Tu entends ça? Voilà la société pour laquelle nous nous battons. Donc j'ai dit à cet homme, je suis désolé. Si tu penses que mon combat, c'est de disqualifier un clan contre l'autre clan, non. C'est que je ne serai pas, je n'aurais rien fait dans ma mission. C'est que j'aurais inventé du biabis d'une autre manière, et beaucoup le font. C'est pour ça que ce n'est pas tous les activistes, ou bien tous les blogueurs, dans les réseaux sociaux, que nous sommes d'accord. Tous, ils veulent le départ de Paul Biya. Mais en même temps, ils ne veulent pas aussi le changement du système. Vous connaissez, il y a un aux États-Unis. Je ne donne pas son nom. On dit que oh, tu as appelé, tu as donné le nom de mon gars. Oui, je n'appelle pas son nom. Bon, on le connaît. Pour lui, c'est que Paul Biya doit partir. Et son groupe monte. Donc, ça veut dire que lui, il est dans la complaisance. Il n'a pas de problème. Il se complète dans ça. Donc, pour lui, même s'il y a injustice,
Même s'il y a des inégalités, pourvu que lui et son groupe, ils bénéficient des avantages de la République. Donc lui ne se bat pas pour qu'il y ait justice sociale. Pour lui, sa conception, c'est que vous devez tous souffrir, il n'y a pas de problème. Mais tant que nous, on marche. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il allait rencontrer Pobia par après. Alors qu'il vous disait, Pobia Mosgo, qu'il a même pris les armes. On ne nomme pas les contemporains, vous le connaissez. Ouais, parle. Je parle. Tu m'appelles. J'ai parlé pour l'autre juge là. Il a pris le téléphone. Allô, combattant, comment tu peux m'exposer comme ça? Oui, je n'ai même pas suivi ton direct. J'ai dit erreur. On m'appelle, on me dit que tu as dit que le combattant d'Angleterre est parti au Cameroun. Comment? Je n'ai même pas suivi, on m'a envoyé. J'ai dit erreur. Il fallait suivre. Erreur. Vraiment, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu m'as appelé? J'ai dit, je ne suis pas là pour t'appeler. Je dis, mais attends. Qui t'a dit que j'ai un problème si tu pars au Cameroun? J'ai pas un problème. Est-ce que tu es le seul? Il y a des combattants qui partent. Moi, j'encourage certains de partir. Il n'y a pas de problème. Tant que tu pars et que tu ne comprends pas ton problème, moi, j'ai pas de problème. Si on ne t'inquiète pas, je dis moi, soyez prudents. Et mettez des soupapes de sécurité. D'ailleurs, vous n'êtes pas visibles comme les nous autres. Donc, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Il dit, parce que on m'a dit que, j'ai dit oui, j'ai dit. Et puis quoi? J'ai dit. Il dit, je lui ai dit, mais j'ai dit, tu m'as écouté? Je n'ai pas condamné le fait que tu partes au pays. Non. Sinon, je suis ridicule. Sinon, je suis démagogue. Mais j'ai condamné le fait que tu partes au pays et tu insultes notre révolution alors que tu étais avec nous. Tu nies le combat que nous avons engagé pour le pays. C'est ça qui m'a choqué. Et j'ai vu le... Je dis, je ne l'appelle pas. J'appelle pourquoi? J'appelle pourquoi? Il n'appelle pas. Tu as fait un post qui t'a mis en difficulté. Moi, si on m'avait montré la photo que tu es au pays, je n'allais pas avoir de problème. J'allais jamais évoquer ton cas. J'allais jamais parler de ça. Mais l'erreur, étant là-bas, tu viens, tu nous nagues par un poste en faisant croire que le combat que nous menons, c'est juste du n'importe quoi. C'est ça qui m'a mené à t'interpeller. Et je l'ai répété ça au téléphone. Cache, je ne suis pas le genre qui fuit. Quand je parle, tu m'appelles. Il y a un autre. On m'a dit, calme-toi un peu sur lui. Vous le connaissez aussi. Il me dit, Tchumbo, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu parles tout le temps de moi? Pourquoi? J'ai dit, mais parce que tu as fait ceci. On s'est vu physiquement. Et il me menaçait. Je lui ai dit, je suis devant toi. Je te répète encore. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et quand tu fais ça, je parle. Je dis ça face to face. J'ai dit, maintenant, tu veux me taper? Le gars est resté. Il secoue sa tête pas. Il dit, pas avec ta malchance. J'ai dit, toi aussi, pas avec ta malchance. Tu ne nous connais pas. Nous, on ne dit pas des choses que nous n'assumons pas. On assume. On assume. Je lui ai dit, c'est ton erreur. Et je lui ai dit. Il dit, non, je suis un frère du combat. Celui qui est parti. Je l'aime bien. Je peux croire qu'il est sincère dans sa démarche. Je peux croire. Mais je lui ai dit l'erreur. Il dit non. J'ai dit non. Je vais te dire un truc. Moi, dans ce combat, ceux qui me connaissent, et d'ailleurs, d'autres ont utilisé, en fait, nos informations pour vouloir nous tuer, ou bien pour vouloir nous détruire sur la toile. Or, nous, quand on leur donne certaines informations, c'est pour la sérénité du groupe, que s'ils voient un tel comportement, ils doivent comprendre. Je lui ai dit, écoute, le combat de la base est tellement structuré. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, dans la base. Je lui dis, il y a des gens qui se déplacent pour aller au pays, qui sont des combattants dans l'ombre, qu'on ne connaît pas trop. Mais ce qu'ils font, pour la sérénité, la confiance, parce que nous évoluons dans un contexte où il y a trop de suspicions. Pour la sérénité du groupe, ce qu'ils font, ils ont des personnes de confiance auxquelles ils disent,
Joe, moi-même personnellement, il y a des gens ici dans le combat. Quand ils sont allés au pays, Tchumou, je vais me déplacer. J'irai au pays. Il dit, ah bon? Je dis à la personne, ben, tu penses que ça va? Il dit, oui, la personne me rassure. Je lui dis, ok, en tout cas, d'ailleurs, tu n'es même pas visible comme nous. Mais écoute, prends quand même des prédispositions. Parce que quelque chose peut arriver. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est bien comme tu nous as alertés. Donc nous, on a maintenant le regard et l'œil. Il n'y a pas de souci. Parce que la personne par là-bas, pour un problème donné, qui a besoin de sa présence physique. On est d'accord de ça. Mais nous, ça nous rassure. Et la personne part faire son truc et revient. Et ne nargue pas le combat. Tu comprends? On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais la personne sait que comme quand j'évolue avec des gens, pour que ça ne crée pas de la suspicion, je dois rassurer les miens. Moi, le jour que je vais me déplacer pour le cas du Cameroun, c'est pas peut-être sur la toile que je vais verser ça. Mais j'ai des combattants. Aussi vrai qu'il y a des faux culs. Excusez-moi de l'expression. Mais il y a des hommes de confiance dans ce combat. Ils sont nombreux, ils sont légions. Et des femmes de confiance. Je vais prendre mon téléphone, les appeler. Écoute, combattant, l'heure est arrivée que je me déporte pour le Cameroun. Voilà, je te dis. Voilà, voilà, voilà. Comme ça qu'on ne manipule pas mon déplacement. Et que ça ne crée pas la suspicion au sein du groupe. Parce qu'au moins, eux, lorsque les gens voudront manipuler, ils seront mes témoins. Ils me défendront face à toute interprétation. C'est très important. Quand on évolue dans un groupe, il faut se rassurer d'enlever ces moyens de suspicion. Donc c'est comme ça, vous ne pouvez pas nous empêcher. Mais maintenant, je peux comprendre, tu m'as expliqué. Je peux comprendre le contexte qui t'a mené à ça. Mais je t'ai dit prochainement, rechange. Maintenant, je n'enlève pas en toi du combattant que tu es et engagé. Je ne peux pas dire que tu es un infiltré aujourd'hui. Non, loin de là. Mais pour être sincère, il fallait que je dénonce tes écrits. Pour moi, je t'ai dit que ce n'est pas le fait que tu sois allé au pays, mais c'est ce que tu as pondu. Et tu m'as dit quelles sont les circonstances qui t'ont amené. En fait, tu as essayé de m'expliquer. J'ai dit, mais dorénavant, ne fais plus ce genre d'erreur. Ça prête à confusion. Et nous sommes obligés de parler de ça. Parce que ça participe de la pédagogie politique. C'est très important. Parce qu'on n'est pas seulement là pour communiquer. Mais il faut donner une pédagogie politique à ceux des nôtres. Et la pédagogie, par essence, se base sur des exemples. C'est très important. Donc il faut illustrer des cas. Donc c'est ce que je voulais réitérer davantage. Ce n'est pas un acharnement sur ta personne. Et c'est comme ça que nous évoluons. Donc quand nous décidons de nous attaquer au problème, au monde de notre société, tous ces gars-là, tous ce sont les collaborateurs, les complices de Paul Biya. Personne ne doit être dédouané. Et ne prenez pas position d'un camp. Vous seriez le maillon le plus faible, ils vont vous broyer. Soyez toujours du côté du peuple. Ils ne peuvent rien vous donner. Parce qu'il faut le dire, même si la mort, le décès, l'assassinat de Martinez Zogo nous interpelle, nous fait mal. Mais il faut décrire certains comportements. Si Martinez s'était rangé du côté du peuple, je suis sûr que si Martinez même attaquait le système Paul Biya, il serait toujours en vie. S'il dénonçait Paul Biya, il serait toujours en vie. Pourquoi? Parce que dans les soubresauts de fin de règne de Paul Biya ne veut plus entacher sa main du sang. C'est pourquoi je le dis. Sinon, même Maurice Kamto ne serait plus des vivants. Parce que Paul Biya, si tu es son adversaire sur le plan politique, il a deux options. Soit te retourner politiquement, tu deviens un supplétif à son service pour animer le jeu démocratique au Cameroun. Si tu refuses de te compromettre sur le chemin qu'il a fait d'antan, on ne peut pas élucider.
Si tu refuses ce compromis, il n'a que l'ultime choix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il utilise beaucoup plus. Face aux hommes de conviction et de détermination, c'est de vous éliminer physiquement, l'assassinat. Mais on est dans un contexte politique très difficile, où Paul Biya, aujourd'hui, pour redorer son image sur le plan national et international, n'a plus besoin des crimes macabres pour exister. Il est dangereux. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas dangereux. Je n'ai pas dit qu'il n'aime pas ça. C'est un assassin. Il a assassiné, il a tué, il y a beaucoup. Je ne vais pas remonter l'histoire. Paul Biya a liquidé beaucoup de Camerounais. Il a éliminé. Même dans sa famille. Tu entends ça, ouf. C'est pas un saint. Mais le contexte actuel, lui l'oblige. Pas qu'il ne veut pas. Si Paul Biya pouvait assassiner Kamtola et être tranquille, il aurait fait direct. Mais c'est que le contexte est tellement difficile qu'il ne pourra pas supporter le poids de son assassinat. C'est pour ça qu'il est même obligé de protéger Kamto. Il prie chaque jour que quelque chose ne lui arrive pas. Parce que le décès ou l'assassinat de Kamto peuvent basculer la stabilité, même pas la stabilité, le calme, la tranquillité. Oui, c'est le bon terme. La tranquillité permanente. Donc, il est même obligé de protéger Maurice Kamto. Tu entends ça? Or, les réseaux factionnels, parce qu'ils sont dans une démarche de quête de pouvoir, ils ne veulent avoir aucun ombrage sur le chemin. Ils n'ont pas de problème, hein. Et à l'international, ils s'en fichent. L'international, ça ne les intéresse pas. À l'extérieur, là, ce n'est pas eux qui sont très visés. C'est Paul Biya d'ailleurs. Donc, eux, s'ils commettent des crimes, ils s'en fichent. Mais on va parler là, après, ça va passer. Et comme ils savent qu'ils sont des branches qui protègent le tronc, qui aident le tronc à se nourrir, à se maintenir, ils savent que Paul Biya va fermer les yeux sur le dossier. Et c'est ce qui va se passer avec le cas de Martinez Zogo. Mais non. Si nous laissons l'affaire de Martinez Zogo passer sous nos yeux, nous serons en train d'inaugurer les futurs assassinats des personnes listées. À l'époque au Cameroun, ce qui était l'une des mêmes motivations de fuite. Les Gilles jouent comme le journal quand il tombe. Et ça, je peux le dire aujourd'hui. Avant les élections 2018, le RDPC commence des tractations. Toujours avec les hommes de médias, parce que c'est eux qui savent fabriquer l'opinion. Moi, j'ai été approché 2 fois. Un membre du RDPC, un des responsables, et qui est même du bureau politique du RDPC dans le littoral, qui estimait que comme j'étais dans sa circonscription, et qui connaissait, son neveu connaissait, était l'ami à mon grand frère, donc c'était plus facile. J'avais refusé. Et à l'époque, je faisais aussi des consultations dans une chaîne de la place, où d'ailleurs on a recruté un des panélistes qui est devenu ministre délégué. Donc on avait tous les moyens de se positionner. Je me rappelle dans une conversation, c'est Jules Ndiaoui, peut-être vous le connaissez, qui m'appelle, qui me dit Tchumbu, parce que lui il avait ses accès. Quand l'ancien directeur du cabinet civil était là, Tchumbu, on a listé les noms, il y a une liste noire. Petit frère, méfie-toi. Il y a une liste noire. Avant l'élection 2018, ceux qui vont s'attaquer auront trop de difficultés. Et beaucoup sont passés. Peut-être ceux qu'on n'incite même pas. Si ce n'est pas l'accident, cliniquement, ils organisent. Ils ont des médecins dans les hôpitaux, partout. Ils ont des indices partout. On dit, le jour que tel va venir, faites seulement. Raison d'État.
et l'argent circule. Donc, si nous laissons, c'est pour ça que nous parlons. Parce que cet assassinat, cette laideur, cette honte, si nous restons indifférents, peuple camerounais, c'est grave. Et vous avez vu que lorsque il faut disqualifier les haut-parleurs de la République, on ne regarde plus à l'appartenance ethnique. C'est aussi important ce paramètre. Vous avez vu que même votre ennemi ne vous protège pas. Ce n'est pas parce qu'on est l'ennemi de celui qui dirige, de ceux qui dirigent le pays, qu'on est à l'abri. Donc vous avez vu que c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas une question d'ennemi. Donc les gens qui viennent diffuser la haine tribale tout le temps là, voyez donc. Si c'était l'ennemi qui parlait, si c'était par vocation de protection ethnique, c'est qu'on devait protéger Martinez Zogo. Et je suis sûr que même ceux qui l'ont abattu, je suis sûr qu'il y a un fils de cet ennemi dans le coup. Ceux qui sont allés physiquement l'éliminer, je suis sûr. Donc ça ne veut rien dire la tribu. Et voilà le message qu'on vous parle tout le temps. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'ennemi. Cessez d'avoir peur. Sortez de cette peur. Sortez de cette construction imaginaire, irréaliste, qui a une vocation hégémonique du peuple américain. C'est ça. La menace, c'est qu'ils savent que le jour un homme sérieux, conséquent, prendra le pouvoir, on ne vivra plus cet état de choses. Et ça, quand je l'ai dit, il ne s'agit pas de la tribu. Parce que le cas de Zogossi, de Martinez, devait cristalliser la frustration du peuple camerounais. Mais heureusement que la brigade Sadina, nous allons demander justice pour ce gars. Merci parce que nous sommes en train de nous structurer pour ça. Parce qu'il est d'abord camerounais. On pouvait rester. D'ailleurs, ils ont un moment, ils faisaient du chant, c'était des chantres du tribalisme. Mais nous, on n'est pas dans cette considération villageoise. La brigade anti-Sadina dont je suis le porte-parole, nous allons organiser, nous sommes en train de nous structurer pour ça. On ne peut pas laisser. Pourquoi? Parce que si on se tait face à cette injustice, nous sommes en train de tolérer les prochaines injustices. L'assassinat de ce journaliste doit être la tombe de ce régime et ses complices. Actuellement, à Yaoundé, vous devez tout bloquer. Dans un pays sérieux, les journalistes, vous deviez vous... Ce n'est pas une histoire du MSC ou bien de Camto. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur vocation. Cette histoire d'assassinat de Martinez Zogo doit concerner tous les Camerounais. Les journalistes là, vous devez commencer maintenant. Tout c'est tout. Pourquoi? Parce que après Zogo, ça va être un des vôtres. On ne peut pas museler la presse jusqu'à ce niveau, jusqu'à tuer. Et tous les responsables, ceux qui sont soupçonnés là, les commanditaires, la justice doit commencer à les entendre. C'est normal. On ne peut pas mourir parce qu'on défend des opinions, parce qu'on dénonce. Si la presse s'est muselée, qui va enseigner le Cameroun? Qui va enseigner les Camerounais? Qui va nous informer? Qui va encore dénoncer? Qui va permettre à l'équilibre de l'état de droit dans notre société? Si les journalistes disparaissent. Donc si tu es un journaliste sérieux, tu ne peux pas organiser vous que votre corporation s'organise. Je sais qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup d'intérêts. Mais à un moment, on a touché à ce qui vous est plus cher. Lorsque vous êtes muselé, on muselle le verbe, la parole, vous n'avez plus rien.
Je vous parle. La basse est viscéralement frustrée. Et nous allons répondre. Parce que Martinez Zogo est un fils de la République. Tu entends ça? C'est un fils de la République. Si vous avez vos petites considérations villageoises, nous on ne regarde pas ça comme ça. Quand je parle du peuple camerounais, je transcende les tribus. Je parle pas au nom des Bamileke. Ça ne m'intéresse pas. Le peuple Bamileke, ils ont tellement de représentants. Ils ont tellement. Ça ne m'intéresse pas. Donc quand nous on s'exprime au nom du peuple camerounais. C'est ça notre vision. On n'a pas une conception de la politique, une conception villageoise. Et Martinez Zogo est un fils de la République. C'est pour ça que nous allons commencer à nous lever dans les jours qui viennent. Ça ne doit pas rester impuni. Sa famille peut faire confiance à la brigade anti-Sardina. Les coupables vont payer jusqu'au sommet de l'État. Jusqu'au ponce-pilatisme de Paul Biya. Ils vont payer de cette mort. Le pays est gâté. Quand vous avez décidé de gâter ce pays, nous allons vous aider à gâter ce pays. C'est fini. Et je ne parle pas seulement du pays. Je ne parle pas du territoire géographique du Cameroun. Je parle de la dimension, de l'externalité du Cameroun. C'est gâté. C'est gâté. Donc, nous on en deuil. Tu entends ça? Le deuil a commencé. Et on va pleurer notre compatriote. Et je t'encourage, même si tu trouvais des contradictions autres en lui, c'est pas grave. Nous avons notre humanité. Mais au moins, en dehors de toutes les contradictions que tu peux avoir envers ce fils de la République, l'acte posé ne doit pas être perçu comme étant juste. Pour toi qui te bats pour la justice sociale, c'est une grave injustice. L'atteinte à la vie humaine, tu ne peux pas rester indifférent. C'est pour ça que nous, non seulement on dénonce, mais nous allons être des acteurs pour que les choses bougent et changent à partir de ce deuil. Quand je parle, Yaoundé devait vibrer aujourd'hui comme un seul homme. Les journalistes doivent organiser ça. Dès ce soir, vous devez organiser ça. Il faut paralyser tous les coins. Dites qu'on veut déstabiliser, on s'en fout. C'est trop. Ils ne sont pas des dieux. Ces gars méprisent nos vies. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons tolérer ça, peuple camerounais? C'est trop. Si ça ne vous fait pas mal, nous, ça nous fait mal. Ça nous touche. Et nous allons agir. D'ailleurs, même, on avait même dit trop accumulé. C'est le moment. Portez-vous bien. Excusez-moi d'avoir été long. Excusez-moi. Mais il a fallu. Portez-vous bien. Mes condoléances à sa famille. Qu'il soit fort. Il est mort pour ses convictions, c'est pas grave. Ils ont exercé de la lâcheté en éliminant cet individu. Mais sa mort, si ça doit être le déclic, qu'il la soit ainsi.